400 millions de dollars américains, c'est le budget alloué à la défense nationale dans le projet de loi des finances 2022. Cette somme, qui ne représente que 3,95% des 10 milliards de dollars américains du budget global présenté à la Chambre basse du Parlement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a été jugée trop faible par les députés nationaux. Ces élus du peuple proposent une révision à la hausse du budget de la défense nationale au niveau de la commission ECOFIN afin de relever le défi non seulement de la pacification de l'Est de la RDC, mais aussi et surtout booster les développements socio-économiques dans cette partie de la République. Et puis de l'eau potable disponible pour 60 000 ménages à Bunia, Beni et Butembo grâce à la société Angel Cosmétique qui a financé la construction de 3 puits forages pour desservir en eau de qualité ces populations de l'Est du Congo démocratique. Geste loué par les principaux bénéficiaires, surtout ceux victimes d'atrocités de guerre. Les développements de ces titres et tant d'autres, c'est dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement que vous présente Muriel Makiese. Loutina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre fidélité au magazine Fiscalité et Développement nous honore. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Jugé recevable à l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2022 se chiffre à 10 milliards de dollars américains avec un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget initial de l'exercice 2021. Transmis à la Commission économico-financière pour examen approfondi, ces projets de budget défendus par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge nécessitent des réajustements dans le sens d'accorder une plus grande priorité à la défense nationale pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et au secteur de l'éducation pour assurer la gratuité de l'enseignement de base et améliorer les conditions des enseignants. Explication, Priska Sekana Kinzondi. L'Est de la RDC en guerre depuis plus de 2 décennies, le Nord Kivu et l'Ituri sous état de siège est une épine dorsale pour l'ensemble de la population congolaise. Lundi 15 novembre 2021, à l'hémicycle du Palais du Peuple, ils sont nombreux, ces députés nationaux, voire même ceux de la famille politique du chef de l'État, qui ont estimé que la part du budget réservé à la défense nationale est très modique. Dans le projet de loi des finances de l'exercice 2022 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, les budgets alloués à la défense nationale est de 400 millions de dollars américains, soit 3,95% du budget global évalué à 10 milliards de dollars américains. Avec un tel tableau, il sera impossible d'atteindre le défi de la restauration de la paix dans l'Est de la République. Nous-mêmes, hommes politiques, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre propre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FC et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 154 517 francs congolais. Et voyez, monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police
62 milliards de francs congolais comme rémunération. Si certains élus du peuple proposent la réduction du train de vie des institutions en vue d'accorder une grande priorité aux secteurs pro-pauvres tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, d'autres félicitent le gouvernement de Warriors pour les efforts consentis dans la mobilisation des recettes publiques. Des ressources à utiliser rationnellement pour relever les défis de la sécurité, de la gratuité de l'enseignement de base, de la réhabilitation et reconstruction des infrastructures sociaux des bases, ainsi que de l'amélioration des conditions de vie des populations. En 7 mois, nous avons atteint totalement les assignations, nous sommes au-delà. Nous devons reconnaître ça et féliciter le Premier ministre et son gouvernement. Je demande au Premier ministre et son gouvernement d'avancer dans cette piste parce que nous avons besoin des recettes pour amorcer les grandes questions, les grands défis que nous avons à relever, le défi des infrastructures, le défi du social et le défi sécuritaire. Après débat houleux à la Chambre basse du Parlement autour du budget réservé à la défense nationale et autres secteurs, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est présenté une fois de plus le jeudi 18 novembre 2021 devant les députés nationaux pour apporter le premier élément des réponses aux questions soulevées. En tout état de cause, le plus important pour notre pays, c'est de consolider la croissance économique et l'amélioration des recettes publiques afin de créer davantage de richesses, devant par la suite être mieux repartis. À la suite des réponses du chef de l'exécutif national à l'hémicycle du Palais du Peuple, la majorité des députés nationaux a jugé recevable le projet de loi des finances exercice 2022. Outre certains facteurs pris en compte dans l'élaboration du projet de budget 2022 pour atteindre les niveaux de recettes courantes projetés dans les budgets 2022, le gouvernement congolais mise sur les mesures fiscales et administratives des bases, notamment sur les recettes douanières, fiscales et non fiscales, sans oublier la lutte contre la corruption et la fraude qui sera renforcée. Débuté le 31 octobre 2021, les travaux des transpositions de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les droits et taxes à l'importation et à l'exportation se sont clôturés le lundi 15 novembre 2021 à Béatrice Hôtel à Kinshasa. Les experts de la Direction générale de douanes et axes DGDA sont parvenus à doter la RDC des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé des désignations et des codifications des marchandises. Ruth Kambaji et Christian Kedina en Céliema pour le reportage. Les experts de l'administration douanière ont travaillé durement pendant 16 jours pour doter la République démocratique du Congo à partir du 1er janvier 2022 des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé des codifications de marchandises. C'était au terme des travaux de transposition de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs et droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Ces assises se sont inscrites dans la droite ligne de la modernisation des instruments douaniers utilisés dans la collecte de la fiscalité des ports. Les marchandises qui entrent sur le territoire d'un pays ou qui en sortent sont passibles des droits et taxes prévus dans le tarif douanier. Celui-ci, le tarif d'encre, est un instrument par excellence pour la réalisation des missions fiscales et économiques de la douane. Ici est de signaler que la quasi-totalité des tarifs douaniers dans le monde ont pour socle la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification de marchandises, en sigle SH. Il s'agit d'une nomenclature internationale polyvalente élaborée par l'Organisation mondiale de douane, OMD, pour le classement des produits échangés
au niveau international et la tenue des statistiques fiables du commerce extérieur. Ces systèmes harmonisés des désignations et des codifications des marchandises est une nomenclature internationale conçue par l'Organisation mondiale des douanes OMD dans le but d'élaborer les tarifs douaniers et de faciliter l'établissement des statistiques internationales. Véritable langage du commerce international. Les SH reposent sur des règles bien déterminées destinées à faciliter son interprétation uniforme. À ce jour, il est utilisé par la quasi-totalité des douanes du monde. Plus de 98% des marchandises échangées dans notre planète sont classées en fonction du SH. Le SH est révisé tous les 5 ans. Sa 7e édition dénommée SH 2022 entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Sachez que cette nouvelle nomenclature apporte de modifications majeures dans les tarifs douaniers nationaux, finalisés au cours de ces travaux avec un total de 351 jeux d'amendements couvrant un large éventail de marchandises. Ces modifications comprennent notamment la prise en compte de nouveaux produits marchands, la suppression de certaines lignes tarifaires se rapportant aux produits qui ne font plus l'objet du commerce international, l'insertion de nouvelles notes pour préciser le classement de certaines marchandises, l'adaptation aux meilleures pratiques du commerce international et la clarification des textes tarifaires en vue de garantir leur application harmonieuse. La mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature permettra au Congo-Kinshasa, en tant que membre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, de se conformer à ses engagements internationaux à l'égard de l'Union africaine, notamment en matière de concessions tarifaires pour la libéralisation du commerce africain, des règles d'origine préférentielle et de la mise en application du tarif préférentiel de la ZLECAf. Ouvert par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et clôturé par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, l'atelier sur la présentation du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques 2022-2028 en RDC, avec eux le 16 et 17 novembre 2021 à l'hôtel du Fleuve de Kinshasa. Organisé par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF sur financement de l'Union européenne, cet atelier s'est terminé par la signature d'un protocole d'accord sur la mise en place d'un cadre permanent de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques entre les gouvernements congolais et les partenaires techniques et financiers. Reportage. Dans la perspective de renforcer la coordination des réformes des finances publiques, le gouvernement congolais, représenté par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, et le partenaire technique et financier ont signé le 16 novembre 2021 un protocole d'accord sur la mise en place d'un cadre permanent de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques. Élaboré par le comité d'orientation des réformes des finances publiques COREF, grâce à l'appui financier de l'Union européenne, ces plans stratégiques de la réforme des finances publiques actualisés tombent à point nommé au moment où les systèmes de gestion des finances publiques présentent encore beaucoup de faiblesses, d'après le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ce plan stratégique succède à une première stratégie qui était de même nature et qui a été adoptée par le gouvernement en 2010. Donc voilà déjà plus de 11 années. Pourquoi un nouveau plan stratégique des finances publiques en RDC? La réponse à cette question tient à la fois au fondement même de la réforme d'une part et aux données du contexte dans le pays et à l'international. Au sujet des fondements, des nouvelles réformes en matière de finances publiques, il est primordial de relever un principe philosophique selon lequel un État qui ne se réforme pas est un État qui se fragilise. Ainsi, face aux faiblesses qui caractérisent la gestion des finances publiques d'une part et aux défis de la décentralisation de l'État d'autre part, le gouvernement avait pris l'option de refondre l'ensemble du système de gestion des finances publiques dans le cadre du plan stratégique de réforme des finances publiques adopté en mars 2010. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, ce nouveau plan stratégique de la réforme des finances publiques propose un plan d'action précis qui intègre les axes d'intervention détaillés des politiques économiques et fiscales. Ce programme est clé, il est décisif, car il permet de relancer la concertation avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers en matière d'appui budgétaire.
Cela annonce aussi également la relance de programmes de coopération plus conséquents de la part des partenaires techniques et financiers, définis dans le cadre d'un dialogue politique ouvert avec l'autorité congolaise en matière de gouvernance économique et financière. La gouvernance économique, c'est l'épine dorsale de la gouvernance politique. Sans ressources, on ne peut pas faire politique. D'après le coordonnateur du COREF, Godefroid Misinga, après évaluation des réformes de 2019, il a été constaté certaines failles dans les finances publiques qu'il fallait absolument corriger avec ces nouveaux plans stratégiques bâtis autour des 8 axes. Dans les processus d'évaluation, une fois qu'on établit les faiblesses, le principal faiblesse du système de gestion des finances publiques, il est demandé au pays d'élaborer un programme de réforme, une stratégie de réforme en réponse aux faiblesses qui sont identifiées dans l'évaluation. La stratégie elle est bâtie autour des 8 axes principaux. Le premier axe de la stratégie, c'est la réforme budgétaire. Deuxième chantier, c'est la réforme du système fiscal. Et là, nous allons, comme chantier de réforme, le gouvernement a levé l'option d'instaurer l'impôt des revenus des personnes physiques et l'impôt des sociétés. Cette approche participative a comme ambition de doter les pays d'un système de gouvernance financière capable de répondre aux besoins de son évaluation. Cette mobilisation de parties prenantes à cette étape du processus est très nécessaire car la réussite de la mise en œuvre des réformes préconisées requiert l'adhésion de tous les acteurs et un large consensus au niveau tant national que dans le cadre de la coopération avec les différents partenaires. Cette approche participative garantit la mise en œuvre satisfaisante des différents chantiers de réforme avec comme ambition de doter le pays d'un système de gouvernance financière capable de répondre aux besoins de son émergence. Nous voudrions vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions qui s'imposent afin de donner une nouvelle impulsion au pilotage et à la coordination des réformes. Le COREF étant le principal acteur de ces nouveaux plans stratégiques actualisés de la réforme des finances publiques, a formulé quelques recommandations capitales à l'issue de cet atelier, parmi lesquelles l'organisation d'un atelier de validation de la stratégie en renforçant la décentralisation financière avec toutes les parties prenantes dans le cadre de la réforme des finances publiques et l'élargissement de l'assiette fiscale pour une bonne mobilisation des recettes publiques. Ces plans stratégiques actualisés sera transmis au ministre des Finances pour être ensuite soumis à l'appréciation du Conseil des ministres pour adoption. Dans sa composante 1, celle de l'appui à la réforme de l'administration publique, dans les ministères et services publics pilote, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP appuie les activités de la Direction générale des ressources humaines de la fonction publique. Et pour ce faire, un mouvement de déplacement temporaire de la documentation de la fonction publique a été effectué le lundi 15 novembre 2021 vers des conteneurs prévus pour les garder en attendant la mise en place du système d'archivage électronique. Prisca Sekana, Fanfomaki Tudoma pour le reportage. Un pays sans archives bien tenues est comme un aviateur qui a perdu contact avec la tour de contrôle, peut-on lire dans le bureau du directeur de suivi et carrière de la fonction publique. L'administration publique congolaise l'a bien compris, malheureusement, dans la gestion de ressources humaines, elle est impuissante face à la destruction, perte et vétusté des dossiers individuels et actes administratifs des agents publics de l'État qu'elle ne peut bien conserver. Les archives que nous avons ici, ce sont les dossiers des agents et les actes administratifs de gestion. Par exemple, les arrêtés, les ordonnances, les notes circulaires. Face à cette réalité, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique au PRAP, financé par la Banque mondiale, a décidé d'accompagner la Direction générale des ressources humaines de la fonction publique vers l'archivage électronique.
C'est la raison de ces mouvements de déplacement temporaire de la documentation effectuée lundi 15 novembre 2021 vers des containers prévus pour le garder en attendant la mise en place du système d'archivage électronique avec l'objectif d'améliorer non seulement les conditions de travail, mais aussi de permettre de retrouver facilement et à temps pour reconstituer les dossiers individuels de l'ensemble de fonctionnaires de l'État. Nous avions d'abord identifié tout ce qu'il y avait comme dossier individuel des agents. Il y avait plein de dossiers qu'on n'utilisait plus. Et ça ne devait plus être gardé encore ici. On devait les verser au niveau des archives nationales, qu'on appelle aujourd'hui Institut national des archives du Congo. Et ce qui était dans les travaux ici, c'est ce que nous avions emballé et déposé au conteneur. S'il faut dénombrer, nous sommes au moins à 3800 quelque chose d'archives déjà prêts pour les archives nationales. Une fois dans les conteneurs, un tri sera effectué sur les documents à numériser après examen et scannage avant de détruire ce qui peuvent l'être. C'est la raison même de la réfection de l'aile 2 du 3e niveau du bâtiment administratif de la fonction publique qui abritera les bureaux de la DGRH et en son sein le service d'archivage moderne. Avec la vision d'avoir un fichier unique de gestion des ressources humaines, on est en train de faire la montée en charge. Lorsque nous allons basculer dans le système d'archivage électronique, tout ce qu'il y a comme complément d'information en rapport avec le déroulement de la carrière de l'agent, nous allons facilement identifier quelles sont les pièces qui manquent. Au-delà du basculement de l'archivage mécanique vers l'électronique, il est également prévu pour les agents commis aux archives des formations de renforcement de capacité dans le cadre de la mise en place de ce nouveau système. Organisé par le ministère de la fonction publique à travers les projets de réforme et des rajeunissements de l'administration publique PRAP pendant 3 jours, les experts venus de la présidence de la République, de la primature, des différents services de l'administration publique, des syndicats ainsi que de la société civile ont échangé sur les éléments de modification de la loi portant statut des agents des carrières des services publics et la loi organique fixant l'organisation et les fonctionnements des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Reportage de Fabien Luboulou ou Bakayaka et Céline Boumba Angelani. 5 ans après la promulgation de ces 2 textes de loi, il était plus qu'urgent de les évaluer afin de déceler des éventuels écueils et les adapter aux exigences d'une administration publique et des qualités au service du développement. C'est l'exercice auquel se sont livrés ces hauts cadres de l'administration publique et les membres de la société civile conviés à cet atelier. Pour atteindre les objectifs, les consultants sélectionnés par les projets de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, à cet effet, a structuré son travail en 3 étapes. D'abord, un survol rapide du cadre légal de la fonction publique de 1960 à ces jours. Ensuite, une évaluation du cadre légal actuel, avant de déterminer enfin les axes préliminaires des révisions devant être complétés et enrichis par les participants. C'est un bilan très négatif que le professeur Jacques Njoli a dressé de la gestion de l'administration publique congolaise en général et de ces 2 lois précitées. Depuis 1960, nous avons une administration qui a d'énormes difficultés notamment une politisation négative, difficulté à ce que cette administration est embourbée dans des difficultés économiques et qui fragilise son action, mais difficultés dues, n'est-ce pas, aux antivaleurs socioculturelles telles que la corruption, le népotisme, les tribalismes et autres antivaleurs. Donc, si nous voulons sortir de cette administration déficitaire, nous devons d'abord
voir si ce sont les textes, et il y a quelques difficultés normatives, mais il y a aussi des questions anthropologiques qu'il faut prendre en charge, c'est-à-dire l'homme, l'agent de l'administration, l'environnement qui pourra, pour que demain nous ayons une administration au service du peuple. S'inscrivant dans une logique de construction, le directeur général des ressources humaines, Juvenal Sanga Kaoubo, a au cours de cet atelier partagé avec l'ensemble de l'auditoire ses expériences de l'application de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État. Il a recommandé la clarification de tous les axes de la révision et leur applicabilité. L'organisation et l'architecture de la loi organique de l'administration publique a quant à elle été décortiquées par le représentant de la Direction générale de l'organisation des réformes et de l'administration publique. L'état des lieux des règlements de l'administration publique a été établi par le chef de division Carlos Caloto, représentant du secrétaire général à la primature. Selon cet expert, près de 9 règlements d'administration qui devraient organiser le Conseil supérieur de la fonction publique et les commissions administratives souffrent du manque de mesures d'accompagnement. Si bien que lors des échanges, tous ont relevé les différents maux qui rongent l'administration et ont convenu de la nécessité de déclarer un état d'urgence législatif afin de proposer des lois dynamiques et innovantes pour une administration publique de développement. Cet atelier est donc une occasion à ne pas rater. C'était une très belle occasion de discuter avec des éminences. Le professeur Anjoli, qui n'est plus à présenter, a eu à dresser un tableau, c'est vrai, sombre de l'administration publique, parce qu'on a hérité d'une administration qui a beaucoup de problèmes. C'était un atelier qui a l'avantage, ou avait l'avantage de mettre sur la table toutes les questions en rapport avec l'exécution de ce texte de loi, avec le secrétaire général ou les directeurs généraux qui sont en train de mettre au quotidien ces textes de loi en vigueur. Ils sont en contact avec des nouvelles situations, des nouvelles réalités qui nécessitent leur prise en compte dans la rédaction des mesures d'exécution et même dans des propositions pour essayer de réfléchir sur des dispositions qu'il faudra modifier ou non dans ces textes de loi, que ce soit en termes du statut ou de la loi organique. Donc voilà, c'était un cadre idéal pour essayer de discuter de l'efficacité de ce texte et de proposer des mesures palliatives. À l'issue de cet exercice, des propositions de modification des textes des lois en vue d'adapter le cadre légal aux impératifs d'une gestion rationnelle et efficiente des ressources humaines et de la performance dans la prestation des services publics ont été présentées. Une autre administration publique congolaise est possible. C'est une question de volonté politique. Les experts du service de la direction des bases des données des agents de l'État et des recensements de BEDER sont en formation de renforcement des capacités sur l'utilisation de matériel, une formation débutée depuis lundi 15 novembre 2021 au siège de la conception et fabrication assistée par ordinateur CFAO dans la commune de la Gombe. Jocelyn Baba et Céline Bumba signent ce reportage. Ils sont tous venus du service de la direction de la base des données des agents de l'État et des recensements de BEDER, faisant partie de la Direction générale des ressources humaines des GRH. Ces experts en informatique suivent une formation hautement technique sur la virtualisation VMware, vSphere, animée en ligne par un formateur marocain depuis le Maroc, recruté par la conception et fabrication assistée par ordinateur CFAO qui avait livré ces matériels informatiques depuis 2015 pour appuyer les processus de réforme de l'administration publique initiés par le gouvernement congolais en vue de permettre la mise en place du fichier de référence du personnel de l'administration publique avec l'appui financier de la Banque mondiale via les projets de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP. Au cours de cette formation, 3 experts sont concernés par semaine pour suivre les 10 modules de formation. Une formation qui permettra à ces fonctionnaires de l'État de savoir bien utiliser
les data centers de la fonction publique. Les infrastructures informatiques aujourd'hui fonctionnent sur base de matériel. Mais quand on utilise le matériel, on ne sait pas manager tout le matériel au même moment. Raison pour laquelle VMware virtualise les infrastructures pour qu'il y ait un seul moniteur qui gère toute l'infrastructure, c'est-à-dire il va gérer les serveurs, il va gérer les storage, il va gérer les CPI, il va gérer alors tout. Donc vous aurez tout en un plan. La fonction publique a réussi à créer un réseau avec les administrations. 74 administrations, les VPM, l'ADI, et de deux, en digitalisant, les administrations sont en train de remonter les données en temps réel dans ce que nous appelons l'infrastructure FRAP. On nous montre ici comment virtualiser les équipements informatiques. On virtualise pourquoi? C'est juste pour gagner en termes de coûts et d'espace. C'est CFAO qui nous a dotés, c'est-à-dire qui était le fournisseur utilisé par le gouvernement pour nous doter de tous ces équipements-là. Ce sont des équipements sophistiqués, des dernières générations. Et comme c'est CFAO qui nous a doté ces équipements-là, c'est comme ça qu'ils ont voulu aussi nous amener jusqu'à la prise en main de ces différents équipements. Cette formation va devoir non seulement améliorer le travail des fonctionnaires, mais aussi et surtout contribuer à la digitalisation de la fonction publique. Mesdames et messieurs, rendons-nous à présent à l'intérieur du pays, précisément en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, où s'est ouverte mercredi 17 novembre 2021 la formation des enquêteurs et superviseurs de la collecte des données sur la réforme de l'administration publique. Cette session de formation regroupe les candidats de 4 de 5 provinces du Grand Kasaï et le go de ces assises a été donné par le ministre provincial de la fonction publique du Kasaï oriental. Reportage d'Emri Kazadizadio, notre correspondant permanent dans l'espace Kasaï. C'est le centre de formation continue et d'excellence CFOD de l'université officielle de Mbuji-Mayi qui a accueilli les 56 potentiels enquêteurs et superviseurs en raison de 14 candidats pour chacune de 4 provinces concernées par cette étape. Après la présentation de chaque participant, le ministre provincial de la fonction publique du Kasaï oriental a fait savoir que cette enquête qui sera menée va permettre de répondre aux soucis du gouvernement national d'apporter des réformes dans l'administration publique. Aujourd'hui débute votre formation comme enquêtrice ou enquêteur et superviseur sur les méthodes de collecte de données par la nouvelle technique de l'information et de la communication pour une durée de 10 jours de connaissances théoriques assorties d'une enquête pilote à mener sur terrain en équipe afin d'évaluer votre capacité et compréhension de l'outil de travail, la conduite des entretiens par l'utilisation de nouvelles technologies avant d'être déployées sur terrain pour collecter les données dans le cadre d'accompagnement de la RDC dans son processus de renforcement des capacités et de modernisation des institutions publiques en vue d'assurer une plus grande efficacité de l'appareil étatique. Maître Raphaël Kalala Mwambila Bantou a souligné également que l'une des cibles de l'enquête sera la jeunesse avant d'ouvrir officiellement cette session. Vous aurez également à collecter en dernier lieu des informations sur les jeunes professionnels nouvellement recrutés et admis sous statut par le ministère de la fonction publique. Les informations sur leur profil dont les résultats serviront non seulement au suivi de leur formation, mais aussi à mesurer l'impact de la réforme de l'administration publique. Je ne peux terminer mon mot sans remercier le projet PRAP qui a appuyé cette enquête de base sur la réforme de l'administration publique avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale. Ainsi dit, je déclare ouvert l'atelier de formation des enquêteurs et superviseurs pour l'étude de base
sur la réforme de l'administration publique. De son côté, M. Job Mouyindo, expert en rajeunissement et suivi du programme Jeunes Professionnels et Mi-Carrière UEP-PRAP, a résumé le processus de cette enquête en se référant au cadre général de la réforme et la modernisation de la fonction publique. Il a donc défini les 5 composantes du projet PRAP. La première composante, c'est une composante qui focalise sur la restructuration et le renforcement des capacités des ressources humaines au sein de la direction générale des ressources humaines, mais en focalisant sur les ministères pilotes et les 3 régies. La deuxième composante, c'est justement la mise à la retraite, où on doit devoir arriver à préparer effectivement la mise à la retraite de façon tout à fait souple par la paye des retraités. La troisième composante, c'est une composante maintenant qui focalise essentiellement sur le renforcement des capacités. La quatrième composante, c'est la composante qui focalise à la fonction publique provinciale. Enfin, la 5e composante, c'est une composante de gestion de projets, d'administration, de logistique, de mise en œuvre avec tous les partenaires gouvernementaux. Et c'est cette 5e composante, justement, qui facilite tout ce qu'on a comme processus logistique à tous les niveaux. Le professeur Michel Dissonama, consultant économiste, statisticien et coordinateur des enquêtes de base du PRAP, a résumé lui aussi les étapes déjà réalisées à travers le pays, celles à venir ainsi que l'étape présente. Et ils sont venus des 4 provinces. Après la formation ici, ils vont descendre sur toute l'étendue de ces 4 provinces-là. Donc la province du Kasaï oriental, Lomami et Sankuru. Ils vont aller dans les entités territoriales décentralisées et ils vont aller collecter les informations en utilisant la nouvelle technologie de l'information qui est prônée par la Banque mondiale, parce que c'est la Banque mondiale qui finance le projet. Et ils vont passer une vingtaine de jours sur le terrain pour parler avec les fonctionnaires, parler également avec les ménages, donc la population congolaise, et nous ramener les informations que nous avons analysées. Le processus a démarré avec l'enquête qui avait été organisée à Kinshasa et dans la province du Congo central, et qui avait été suivie par 4 autres provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Kwilu, également l'Équateur et l'Oualaba. Et là, on venait d'organiser la même chose pour l'espace Katanga, les 3 provinces qui étaient restées. Et actuellement, nous sommes ici pour les 4 provinces qui sont restées, parce que la province de Kasaï central avait déjà fourni cette enquête-là. La prochaine étape, ça va être l'ancienne province orientale, l'Équateur et le Maniema. Faire la même chose, on va collecter les informations et on va préparer maintenant un rapport global sur l'ensemble du pays, sur l'état actuel de l'administration, et la manière dont les fonctionnaires sont en train de délivrer les services publics aux populations et les niveaux de satisfaction des populations, quels sont les points qui fâchent et qu'il faut corriger, et la réforme va s'atteler sur ces points. État des sièges, entrepreneuriat et opportunités d'affaires pour une paix durable. C'est sous ces thèmes qu'a été célébrée la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat dans la province du Nord Kivu. L'objectif est de promouvoir les initiatives entrepreneuriales pendant la période de l'état des sièges, ainsi que sensibiliser et former de jeunes entrepreneurs. Plus de détails avec notre correspondant permanent basé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Bienvenue Mwela Mukendi. La 2e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été lancée ce mardi 16 novembre 2021 à l'hôtel Cap Kivu par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, sous le thème État des sièges, entrepreneuriat et opportunités d'affaires pour une paix durable, avec comme objectif de promouvoir l'entrepreneuriat pendant la période de l'état des sièges, sensibiliser et former des jeunes entrepreneurs. Pour le conseiller principal du gouverneur en charge des commerces et économie, David Kamoua, l'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat permettra aux Nord-Kivusiens de vivre autrement, mais aussi c'est le moment d'échanger ensemble sur les talents innovateurs des femmes et jeunes filles du Nord-Kivu. Dans ce cadre que la province Nord-Kivu a tenu à organiser la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, dans ce contexte d'état des sièges, et une semaine pendant laquelle
nous allons partager ensemble les talents innovateurs de nos jeunes et de nos femmes du Nord Kivu. Dans cette rencontre d'affaires va ressortir une nouvelle vision avec l'accompagnement du gouvernement provincial, a précisé M. Benoît Kambale, coordonnateur de la Semaine mondiale. Son souhait est de voir la province recouvrer la paix, élément très important pour le développement. Afin que malgré la situation que nous traversons, afin que l'effort du gouvernement provincial et l'accompagnement de tous, nous puissions faire connaître une paix durable. Pour le numéro 1 de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima salue la tenue de ces assises porteurs d'innovation et une occasion de vanter le dynamisme de la population du Nord Kivu. Le Nord Kivu regorge beaucoup d'énergie, beaucoup de richesses et aussi beaucoup de jeunes. Et ce que nous venons de voir, c'est pour la deuxième fois que nous organisons cette semaine. Nous aurons encore le temps de visiter plus ce qu'eux vont nous exposer, parce que ça va entraîner aussi. Il s'est de signaler que pour finir avec la journée du lancement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le gouverneur de la province a procédé à la visite des stands des différents entrepreneurs. Celui qui vous donne de l'eau vous offre aussi la vie. Angel Cosmétique, entreprise cosmétique des droits congolais, vient offrir 3 puits forages dotés des demi-réseaux de distribution d'eau potable capables de desservir 20 000 ménages, soit 60 000 ménages pour les 3 puits à Bunia dans la province de l'Ituri, à Butembo et à Beni, territoire de Oicha dans la province du Nord Kivu. La coupure du ruban symbolique a été exécutée par les autorités locales en présence du délégué général d'Angel Cosmétique, Jérôme Sekana Penepapa. Geneviève Mizegele Katengesia et Gédéon Moaï Mayassi ont effectué le déplacement à l'est de la République démocratique du Congo. Voici donc leur reportage. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, nous sommes au quartier Kindia, dans la commune de Nyakasanza. Ici, se passe un événement historique au profit de cette communauté locale iturienne. C'est l'inauguration de ces forages modernes d'eau potable de 20 000 mètres cubes par le vice-gouverneur policier Boni Alunga. Ouvrage réalisé par l'ONG Comité de pilotage d'actions humanitaires COPI en collaboration avec l'ONG Oxfam grâce au financement humanitaire de l'entreprise Angel Cosmetics, représenté par son délégué général, Jérôme Sekana Penepapa. Cette firme des droits congolais a décaissé 45 000 $ américains pour la construction de ces forages d'eau potable, constitués pour le moment de 5 bornes fontaines, auxquelles 5 autres s'ajouteront incessamment, devant servir in fine plus de 20 000 ménages. Une réalisation qui vient ainsi soulager un tant soit peu la misère de cette population iturienne qui a gravement souffert des manques criants d'eau potable dans cette municipalité. Nous avons ciblé Kindia parce que quand nous avons vu, il n'y a que 2 sources ici. Or, la population est nombreuse. Et nous avons vu que non, c'est Kindia qui est plus exposé que d'autres quartiers. Parce qu'ailleurs, il y a quand même des puits, il y a d'autres choses, mais à Kindia, il n'y a que 2 sources. Alors on devrait renforcer ces sources-là. Et aussi, c'est là où se trouvent beaucoup de cas de déplacés de guerre. Cette action humanitaire posée par Angel Cosmetics est vivement saluée par les communautés locales, traumatisées par les atrocités des guerres, mais très heureuses de bénéficier de cet ouvrage moderne qui leur permettra désormais d'avoir enfin accès à une eau potable à proximité de leur domicile au lieu de parcourir des kilomètres à pied à la recherche de cette denrée précieuse, comme cela était le cas par le passé. tozalaki na mai te na avenue Mobimba elakisi bonne volonté kwa kotiela biso mai awa tolobi nzambe apambola penza Angel Cosmetique wana. Tunafurahi sana kwa Angel Cosmetique kutupatia mai karibu, tena maji safi, maji ambayo tunafurahia sana. Tuko na kunya vraiment, haina buchafu, haina nini. Yote ambayo tulikuwa na shota mbele ilikuwa ya buchafu bangugu, wapi tulikuwa natembea kutafuta mai. Lakini leo vraiment tunashukuru sana.
Intervenant à cette occasion, le vice-gouverneur policier Boni Alonga a remercié la société Angel Cosmetics pour le financement de cet ouvrage. Mtu kama mtu anakupatia kopo ya maji yanapenda uishe. Juu mai ni maisha ya mtu. Mai iko sasa damu. Njoo mimi nataka kupigia asante na Angel Cosmetics. Inapigia asante na mama coordinatrice ya kopi juu anasema yeye njoo anawachokoza sana. Juu hii kitu ifanyikanye inakupigia asante. Jérôme Sekana Penepapa, délégué général de la société Angel Cosmetics, satisfait de la concrétisation de ces forages modernes dans les délais requis, a invité cette population à s'approprier l'ouvrage afin de les protéger pendant longtemps. Hii forage tunaomba sana muichunge sawa jicho. Jicho ni organ moja yenye kwa mwili ya mtu yenyewe ina lazima sana ya protection. Kwa kuwa hata mpepeo hata kitu fulani nasogelea licho unafunga paupiere mbio. Na kwa hiyo nitaomba vraiment mama bourgmestre mon colonel si y a moyen ya kutia ne serait-ce que un corps de garde hapa. Kutia policier achungi sababu badongolomiso biko mingi sana. Wanaweza pia kusabote. Tunakuomba sana uunge mkono comité de gestion. Après Bougne à Ituri, la délégation de la société Angel Cosmetics s'est rendue à Oicha, territoire de Beni, à 30 km de Beniville, dans la province du Nord-Kivu, pour inaugurer un autre forage d'eau potable, toujours d'une capacité de 20 000 m3, connecté à 7 bornes fontaines, sans compter 3 autres qui seront ajoutées incessamment pour desservir in fine 20 000 ménages. Ici se trouve d'ailleurs un grand nombre de déplacés de guerre. C'est l'administrateur militaire Marcel Kaloni qui a eu l'honneur de remettre cet ouvrage aux populations de cette contrée de la RDC, longtemps meurtrie par des conflits sanglants. Nini Wanduku, chef de quartier, population yote hapa, hii ouvrage wanatuletea tuichunge. Tuichunge sana, sababu banasema l'eau c'est la vie. Hivi tunapata maji ya safi. Tafadhali tuchunge hii kazi. La mission de la délégation d'Angel Cosmetics s'est achevée à Butembo, toujours au Nord Kivu, où le maire adjoint de la ville, Bende Buketu, a procédé officiellement à la coupure symbolique du ruban, marquant l'inauguration de ces forages d'eau potable d'une capacité de 20 000 m3, connectés à 5 bornes fontaines, auxquelles 5 autres seront ajoutées incessamment pour desservir 20 000 ménages. Copy RDC, Angel Cosmetics, encore une fois, merci pour tout ce que vous venez de faire en faveur de ma population de ce coin de la ville de Butembo. Les délégués généraux de la société Angel Cosmetics a demandé aux autorités locales des territoires bénéficiaires de ces forages d'eau potable de mettre des policiers au niveau de ces ouvrages en vue d'éviter les sabotages des hommes mal intentionnés qui peuvent détruire précocement ces réalisations à caractère humanitaire. Ces 3 forages d'eau potable financés à hauteur de 135 000 $ américains fonctionnent à l'aide des panneaux solaires de 1500 volts chacun. Avec 1000 francs congolais seulement à payer par mois, chaque ménage aura accès à une eau de qualité qui leur évitera des maladies hydriques. Signalons enfin que c'est dans le souci de compatir avec la population de ces 3 villes en conflits armés et que la société Angel Cosmetics a eu à effectuer d'autres actions à caractère humanitaire, notamment la distribution des vivres et non-vivres et des médicaments en faveur des populations vulnérables victimes des atrocités des guerres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sur les marchés d'échange, les taux officiels de la Banque centrale du Congo
au vendredi 19 novembre 2021 a affiché $1 américain à 1999,96 francs congolais, 1 euro à 2263,33 francs congolais, un franc CFA à 3,45 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 128,92 francs congolais. Au samedi 20 novembre 2021, au parallèle cette fois-ci, le taux variait entre 1990 et 2000 francs les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'échangeait à 1950 francs congolais. 2000 francs congolais, c'est les taux observés dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, sauf à Hyper Saro, où les billets verts s'échangent à 2050 francs congolais et à 2034 francs congolais les rois dollars précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. À Boende, dans la province de la Chouapa, le dollar a valu 1900 francs congolais. 2000 francs, c'est les taux observés à la fois à Kamina dans les Olomami, à Ingende dans l'Équateur, à Bukavu dans les Sud-Kivu et à Massimanimba dans les Kwilu. Enfin, les petits taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kipushi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga où $1 américain a valu 2002 francs congolais. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci de l'avoir suivi à Bunia, en Ituri, Beni et Butembo dans le Nord Kivu. Fiscalité et développement revient déjà la semaine prochaine avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.